Et bonsoir, et bienvenue sur Indécent Podcast. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver, hein, ça faisait un petit moment pour moi. Hein. Bah, voilà, boulot oblige, mais peu importe, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Heureusement d'ailleurs, sinon je pense qu'on se ferait tous bien. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais écoutez, comme je disais, je le répète, hein, c'est le privilège de l'âge, on peut radoter comme on veut, et on n'a pas à justifier. Donc, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle carte blanche biblio, un petit peu de littérature, beaucoup d'imaginaire. C'est un peu notre kiff, hein, parce que ça va beaucoup avec le jeu de rôle, mais pas que, vous allez voir, hein, avec notre invité du soir. Et comme vous le savez, je vais pas être tout seul. C'est quand même mieux quand on est plusieurs, surtout dans l'équipe. Et regardez-le. Pareil, une des plus belles barbes d'Internet, il faut quand même le dire. Hein. Incroyable. Salut Manu. Bonsoir. Ça fait C'est plaisir de se gentil, Fred, retrouver. vraiment, mais Ah, moi je suis jaloux, hein. Enfin, j'arrive pas à voir ça, moi. ben, C'est pas possible. chacun a ses mérites, il y a pas de problème, tu sais? Ah Voilà. ouais, non, et enfin, Moi voilà. qui suis beaucoup plus jeune que toi, par exemple, ben, tu vois, je n'ai pas les problèmes que tu viens d'évoquer, je ne radote pas, tout ça, voilà. Ah oui, non, ça, moi, j'assume, hein, même pleinement. C'est l'avantage. Tu vois, vraiment. Alors, ça fait très plaisir qu'on se retrouve ce soir. Eh ben, ça fait très plaisir, ouais, parce que ça fait un bout de temps. Mine de rien, Ah moi, oui, j'ai c'est pas vrai. participé à Indécent, là, depuis au moins 2 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois depuis Facile, hein? ouais, janvier, ouais, c'est ça à peu Ouais, près, c'est hein, ça. je crois, hein. Mmh. Mmh. Donc du coup, Ou je suis très Werewolf, heureux je ne sais plus. de te retrouver et de retrouver, bien sûr, tous nos followers. Mais Qu'on oui, embrasse, donc qu'on embrasse. ouais, donc voilà, si vous allez, quand vous nous ah ouais, bah, tu vois, j'arrive déjà plus à parler, c'est extraordinaire. Toutes celles et ceux qui nous rejoindront, pendant le live pour poser les questions qu'ils souhaitent, hein, ils ou elles souhaitent, pas de problème. Et puis bien sûr, vous pourrez nous retrouver en podcast sur YouTube, les liens, enfin vous Voilà. connaissez le principe de l'émission. Ce soir, on va discuter littérature, mais Oui. aussi jeux de rôle. Parce que l'invité du soir, quand même, a priori, a pratiqué les deux. Donc, ça va être l'occasion de lui poser pas mal de questions. Et on la reçoit tout de suite, sans plus attendre. Bonsoir, Bonsoir. Eliane. Salut Eliane, Salut. bienvenue Et sur puis, Indécent. et puis voilà. Ouais, Merci. écoute, Ouais, avec je t'en prie. plaisir. Et puis, voilà, dans la grande tradition hein, des petits entretiens qui dure toujours moins d'une heure sur un dessin podcast. On fait déjà un petit coucou tout de suite à Jarret et à Vinès qui nous ont rejoints dans le chat. Donc voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Super. Donc la première question, tu vois, ça me permet de mettre tout de suite la bannière, comme ça ce sera plus simple pour le chapitrage après. Mhm. Trop fort. Eh bien écoute, si tu pouvais te présenter, savoir qui tu es et tout. Alors nous, Emmanuel et moi, on te connaît un petit peu, surtout Emmanuel hein, quand même. Voilà, ce sera l'occasion ensuite d'aller voir un petit peu tes différents parcours. Ok. Voilà, Eliane Jaume. Moi, je suis une ancienne rôliste. J'ai commencé le jeu de rôle quand j'étais toute petite. J'en ai fait pas mal d'années quand j'étais étudiante et puis dans le début de la vie active. Et puis après, j'ai eu des enfants. J'ai 3 filles maintenant. Le jeu de rôle a été mis un petit peu entre parenthèses. Et quand j'ai repris avec une autre casquette, celle d'écrivain, d'autrice. C'était une idée qui me trottait en tête, pareil, depuis très très longtemps, que d'essayer d'écrire un livre. Au moins l'écrire. Après, ce qui viendrait, c'était carrément autre chose que j'envisageais pas complètement. Mais voilà, et du coup, quand je suis revenue à l'imaginaire, c'était avec mon expérience d'autrice, enfin mon expérience de rôliste, et dans l'idée, voilà, de raconter des histoires sous forme de romans. Très bien. Et donc tu en es aujourd'hui à ton 6e roman va sortir, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Enfin, Voilà. sixième tome, parce qu'après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on appelle roman, si c'est une histoire ou plusieurs Oui, oui, 6e tomes. tome effectivement, parce que donc jusqu'à présent tu as sorti une duologie centrée sur la Chine antique, la période des royaumes combattants. C'est ça. Voilà, donc qui s'appelle Les Soldats de bambou, donc deux tomes qui sont particulièrement, enfin moi j'ai beaucoup aimé, vraiment très très chouette. Voilà, donc ça je vous les recommande très très chaudement. Et puis tu as sorti 3 tomes, et là ma vieille mémoire me fait défaut forcément. L'œil du dieu serpent, voilà. Et là, on est. Merci Fred. En plus, j'avais même pas vu que tu l'avais affiché. Je suis vraiment en dessous de tout. Donc, l'œil du dieu serpent. Donc là, on est plus dans une ambiance piraterie, sorcellerie, on va dire. C'est ça, tout à fait. Avec une petite touche de mythologie maya au milieu.
Ouais, exactement. Et puis donc ça c'est en 3 tomes et donc là ce qui va sortir, c'est, de nouveau le premier tome d'une série prévue en 2 volumes cette fois-ci, donc on est plutôt dans une ambiance viking, mais toujours fantastique, fantasy et cetera. Toujours à la Mmh. frontière entre l'histoire, les mythes et la réalité. Ouais. C'est vraiment ce qui t'intéresse en fait, là, on le voit après ces 3 romans, tu n'es pas sur la création d'un monde de fantasy ex nihilo, tu es vraiment sur l'exploration des légendes, Mmh. enfin du carrefour entre l'histoire et les légendes, j'ai envie de dire. C'est ça, complètement. Ouais, c'est ça qui me fascine en fait. Je pense que je l'ai découvert au travers de certains jeux de rôle que j'ai pu faire, dans le Oui, passé, et maintenant, bah, c'est ce que j'ai envie d'explorer. d'accord, OK. Mmh. Donc tu nous as dit que tu avais complètement arrêté le JDR du coup? Alors Heu, malheureusement, oui, je joue plus du tout. d'accord. Un peu de jeux de Et société, mais après voilà, plus ouais, vraiment de rôle, plus de jeux de rôle. Qu'est-ce que tu en as, ceci dit, retiré pour ta pratique d'autrice, aujourd'hui? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça t'a amené quelque chose ou finalement non, tu aurais pu écrire, finalement plus tôt, sans cette expérience de jeu de rôle, en fait? Ah bah, je pense que ça m'a apporté vraiment plein de choses parce que, Oui? bah, il y a des passerelles très, très nettes entre, l'écriture d'un scénario de jeu de rôle et l'écriture d'un roman. Alors bien sûr, il y a aussi des différences, hein. Mmh mh. Mais en tout cas, la construction d'un scénario, avoir des rebondissements, avoir un fil qui se tient, du début à la fin, essayer de voilà, d'avoir quelque chose qui attire à la fois le lecteur quand on est autrice et puis les joueurs, bah, quand on est autour d'une table. Il faut pouvoir, maintenir le suspense, la tension narrative, enfin, heu, tout ça, c'est des choses, bah, que j'ai appris autour d'une table de jeu de rôle et que je réutilise, dans ma nouvelle, «carrière d'autrice» entre guillemets, si on peut parler de carrière, puisque je débute quand même un peu dans le domaine, hein. Mon premier roman, il est sorti qu'en 2023, donc c'est tout récent. Hem mais en tout cas, tout ce qui est écriture, je l'ai aussi appris au travers du jeu de rôle parce que, bah, je faisais aussi pas mal d'efforts de rédaction, de journaux de campagne, ce genre de Mmh. choses, Ouais, et tu donc m'expliquais. avec ma casquette de joueuse de jeux de rôle, en fait, bah, je tenais aussi un petit peu la liste des péripéties, pour que, bah, quand on jouait une fois tous les mois ou tous les 2 mois, bah, le groupe puisse avoir un petit peu le souvenir, la mémoire de ce qui s'est passé dans des sagas qui pouvaient durer des fois 6 mois, 1 an, voire même 2 ans pour certaines qu'on a faites, bah, parce que voilà, on ne se voyait pas non plus tous les jours. Et donc, bah, ce goût de l'écriture aussi, il me vient de là. D'accord. Et du coup, un OK. jeu de rôle, c'est lesquels que tu pratiquais? Parce que je sais qu'avec Emmanuel, vous avez joué, hein, ensemble, bah, Ouais, ouais. il y a quelque temps. C'était lesquels que tu pratiquais et qui te faisaient le plus triper? Alors, j'en ai fait plein. J'ai Là. essayé plein de choses. Alors, il y a très, très longtemps, j'ai débuté avec, L'Œil Noir. Je ne suis pas de celles qui ont débuté avec Donjons et Dragons, Mmh. mais c'était L'Œil Noir, c'était, le groupe de JDR, des copains de collège, voilà, qui faisaient des aventures, le week-end à explorer des donjons. C'est très Mmh. proche de Donjons et Dragons, hein, sur le principe, mais c'est des règles, hein, peut-être un petit peu plus simples à appréhender. À l'époque, ouais. Heu et puis, bah, tout ça, ça a été mes années de collège et mes années de lycée, très clairement. Et puis après, bah, comme je suis partie faire des études supérieures, ça a été mis un petit peu entre parenthèses pendant ce qu'on appelle les classes préparatoires. Mmh. Que là, c'était un peu, bah, que les études avant tout. Et puis je suis arrivée en école d'ingénieur et là, c'était super parce qu'il y avait un club de jeux de rôle et il y avait des rôlistes qui venaient de partout, dans la France et qui avaient chacun leur, jeu de rôle favori. Et donc, à cette occasion-là, bah, j'ai vraiment testé plein de choses. Heu, J'avais fait une petite liste, donc j'ai fait du Rêve de Dragon, de l'Ambre, du Star Wars, de Mmh. Lagon, de l'Ars Magica, du Vampire, du Loup-garou, du Château Falkenstein, du Deadlands, du Guild, de, Très bon quiz. Initié Satanis et Magna Veritas, de l'Appel de Cthulhu, du Néphilim, du Nobilis, du Paranoia, du Prophétie, du Shan, du Tone, du Mage, du Pavillon Noir et HeroQuest et HeroWars. Ah oui, OK. Voilà. Bah, tous les jeux des années J'en ai 90, pas début 2000, ouais. oublié, c'était vraiment des plus anecdotiques, mais Mmh. voilà.
Et donc ça beau a été CV de rôliste. Hein. et des années formidables à découvrir, plein de systèmes de jeu, plein de manières de jouer. Et en fait, si je dois en retenir 2, disons, qui m'ont vraiment plus marqué en tant que rôliste, ils sont vraiment à l'opposé du spectre. Il y a Rêve de Dragon d'un côté. Alors, on peut pas dire que Rêve de Dragon est facile à prendre en main pour son côté règles, système de règles qui sont faits un petit peu de bric et de broc avec plein de choses. Mais le côté onirique du monde me plaisait super. beaucoup. Ouais. Et à partir du moment où autour de la table, on a des joueurs qui sont un peu aguerris et qui connaissent les règles, et ben en fait, les règles, finalement, ça roule un petit peu tout seul et on peut vraiment se plonger dans le côté onirique. Et ça, on en a fait plein. Donc ça, j'adorais. Et puis, un autre jeu de rôle, donc, comme je disais, à l'opposé du spectre, qui m'a vraiment tenu en haleine pendant des années, c'est Hero Wars, où là, au contraire, le système de règles est minimaliste et où on place vraiment l'action sur le storytelling. Et justement, c'est là que j'ai appris à explorer les mythes et à mélanger fantasy et mythologie. Oui, puisque Hero Wars, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était un dérivé de RunQuest, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Et c'est un monde en fait qui est un petit peu reconstitué de plein de mythologies de notre univers à nous. Donc en fait, quand on connaît un petit peu les mythes, on va reconnaître tous les peuples qui sont dans cet univers-là, dans l'univers de RuneQuest, avec de bronze. des versions un petit peu différentes des mythes, mais qui sont très très proches de ce qui existe. Ok, écoute, super. Et on se demandait avec Fred, du coup, parce que tu le disais, ton premier bouquin est paru en 2023, je dis pas de bêtises, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, tu as sorti, mine de rien, deux gros cycles, divisés en 5 tomes, donc. Ce qui est assez pas rapide, mais comment dire, ce qui est assez soutenu comme rythme d'écriture. Est-ce que c'est des choses qui étaient en gestation depuis très longtemps et que tu as finalisé à un moment en te disant allez, j'y vais, je finalise, ou est-ce que c'est quelque chose, quand tu t'es mis à écrire, c'était naturel et et tu as fait finalement tes bouquins dans la foulée, quoi? Alors déjà, donc le premier roman, il est paru en 2023, mais j'ai commencé à écrire dans l'idée d'écrire un roman, disons, en 2018, donc quelques années avant. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir trouver des maisons d'édition et trouver des éditeurs, en fait, j'avais un petit peu de l'avance, entre guillemets. J'avais déjà quelques textes de rédigés. Et en fait, je suis repartie en 2018 d'un vieux projet qui traînait dans mes cartons depuis, je pense, 10 ou 15 ans ou quelque chose comme ça, enfin qui datait de l'époque où j'avais arrêté de faire du jeu de rôle, et qui était justement un compte-rendu de campagne que j'avais pas mal travaillé d'un point de vue rédaction, en fait. Parce que bon, d'habitude, il faut bien le dire, c'est plutôt une suite d'événements qui sont là pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, mais qui ne sont pas particulièrement rédigés. Mais sur ce côté-là, j'avais fait un petit peu un effort littéraire, entre guillemets, un premier effort de rédaction. Donc j'avais quelque chose d'assez construit et puis d'assez consistant. Et j'avais toujours joué avec l'idée de me dire ouais, un jour j'en ferai peut-être un roman parce que l'histoire est sympa, il y a des trucs. Bon, alors bien sûr, il faut faire un peu de tri, faut élaguer parce que dans une campagne de jeu de rôle, ça part un peu dans tous les sens. Pour faire un roman, il faut dénicher un auteur. Enfin voilà, ça se fait pas instantanément non plus. Mais donc ce truc-là, voilà, il végétait sur mon disque dur depuis une dizaine d'années. Et en 2018, en fait, je suis retombée sur ces vieux fichiers. J'ai relu le début, puis je me suis dit ah ouais, quand même, c'est vrai que j'avais cette idée-là. Bon, est-ce que je peux essayer d'en faire quelque chose? Et là, je me suis un peu retroussé les manches. Je me suis forcée à m'y consacrer sérieusement. Enfin, je veux dire, pas juste à faire ça en dilettante une fois de temps en temps, mais voilà. Grosso modo, j'ai mis les autres loisirs de côté en me disant bon, allez, objectif, au moins tu mets un point final, t'as un truc qui tient la route avec le début et la fin, quoi. Et donc, comme j'avais pas mal de matière, finalement, ça m'a pas pris si longtemps que ça. Mais j'ai trouvé ça génial comme expérience. Donc, on parlait justement du fait que voilà, est-ce que je retrouve dans le jeu dans l'écriture un petit peu les mêmes choses que dans le jeu de rôle? En fait, quand j'écris, ouais, parce que voilà, j'incarne les personnages en fait comme si j'étais autour d'une table, comme si j'étais le MJ en train de mener mes joueurs, et je retrouve un petit peu la même immersion
quand je suis devant ma feuille. Alors évidemment, il y a moins d'interaction sociale, hein, ça, on va pas se mentir. C'est un peu plus solitaire. C'est un peu plus solitaire comme loisir. Mais voilà, on retrouve quand même une petite fibre que j'aime beaucoup. D'accord. Et alors, ces notes de campagne que tu avais reprises, c'était pour lequel de tes cycles alors du coup? C'était pour les soldats de bambou? Alors en fait, c'est pour un qui n'est pas publié encore. Ah d'accord. Ok. En fait, c'est un roman pour lequel j'ai signé un contrat d'édition. C'est même, je crois, le premier contrat d'édition que j'ai dû signer. Enfin, à peu de choses près, je l'ai signé en même temps que les 5 soldats de bambou. Seulement, la maison d'édition a fermé 1 an après la signature du contrat et le livre est jamais sorti. Ah oui, donc il est dans les limbes malheureusement. Voilà, il Il reste un certain inédit. temps pour récupérer, ouais. Je lui cherche toujours une maison d'accueil. D'accord. Mais voilà. Ce premier roman 2018, il a jamais vu le jour. D'accord. Et après, tu as enchaîné sur les soldats de bambou, du coup. Et après, j'ai enchaîné, alors c'est dans l'ordre inverse, j'ai enchaîné sur L'œil du dieu serpent. D'accord. Qui est pareil, c'est un petit peu le même principe. Alors, j'avais moins de notes, mais en fait, L'œil du dieu serpent, c'était une campagne que j'ai maîtrisée pendant, disons, 1 an et demi, 2 ans. Donc j'avais fait toutes les recherches historiques, j'avais des personnages, j'avais une idée d'intrigue. Et donc en fait, j'avais un petit peu le premier canevas de ce qu'on peut avoir en tant qu'écrivain quand on commence à écrire un roman finalement. Alors j'ai complètement changé le scénario, il y a des personnages qui ont disparu, d'autres qui sont revenus, donc l'histoire en elle-même, on peut reconnaître quelques idées, mais elle a beaucoup plus évolué que dans mon premier roman, mais pareil, je me suis appuyée finalement sur tout ce que j'avais pu construire à l'époque pour écrire cette trilogie de L'œil du dieu serpent. Et donc les 5 soldats de bambou, c'est le troisième que j'ai écrit d'après. Ouais, d'accord. Okay. C'est-à-dire que l'aventure éditoriale, ce qui est sorti, c'est un peu l'inverse de ce que tu as écrit, quoi. Ouais, c'est pas du tout dans le même ordre. Ouais. C'est pour ça. C'est marrant, c'est marrant. Ouais. Les méandres de l'édition aussi, quoi. Hein. C'est vrai que c'est ça. Il y a des projets qui arrivent. Ça dépend après de ce qui attire l'œil des éditeurs ou pas, de ce qui marche. Bien sûr. Ouais. Ce qui semble être, en tout cas, à mon sens, on le disait tout à l'heure, hein, vraiment ton intérêt pour l'histoire face à la légende, et ça se traduit par, je trouve, moi, une recherche qu'on devine très pointue. En tout cas, quand on lit Les soldats de bambou, par exemple, c'est flagrant, quoi. Non seulement une recherche très pointue, mais ta capacité, je trouve, à mettre dans le récit tous les détails que tu as glanés sans qu'on ait l'impression que ce soit forcé. C'est-à-dire que, voilà, il y a des moments, je pense, typiquement, très belle description, en fait, des habitudes un petit peu quotidiennes des habitants de Lindsay, dans Les soldats, ce genre de choses, ou sur le bateau. Enfin, voilà, il y a vraiment des moments où on sent que tu viens insuffler de la vie en te basant sur ces recherches, et jamais ça paraît lourd, en fait. Ça paraît naturel, il y a une espèce de flow comme ça, assez naturel sur la façon dont tu distilles finalement ton background, on dirait, pour un MJ, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rare et assez impressionnant, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu as travaillé, ça, comment rendre ces ambiances, comment transformer tes inspi, tes connaissances, puisque tu as fait des recherches, en éléments concrets du décor qui ne soient pas juste des petits points un peu rébarbatifs, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai travaillé ou pas, mais je pense que c'est quelque chose qui me vient de mes études plutôt scientifiques. Ouais. Parce que mener des recherches bibliographiques, faire des synthèses, c'est des choses effectivement que j'ai appris dans le cadre de mes études, que je fais encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Lire plein d'articles, plein de papiers, et essayer de synthétiser tout ça, finalement c'est un peu mon quotidien. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire et ça n'a rien à voir avec la fantaisie, mais ce sont des techniques, je pense, que j'ai effectivement appris dans mon métier plus scientifique et qui m'aident dans ce travail de recherche préliminaire, parce que, comme tu dis, j'essaye de plonger vraiment le lecteur dans quelque chose qui est réaliste, qui est vraisemblable. Et du coup, pour ça, je trouve que rien ne vaut finalement l'existant. C'est pour ça que je vais plonger dans l'histoire, c'est pour ça que j'essaye pas pour le moment de créer des mondes inventés.
J'ai essayé quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvée avec 10 ans de notes sur des 15 000 peuples différents dans un monde inventé. Et en fait, il existe 3 chapitres de cette histoire. Donc manifestement, c'était trop long, c'était trop compliqué. Mais voilà, aller piocher dans l'existant, dans l'histoire, qui est vraiment quelque chose de super riche. On trouve de tout quand on va creuser dans les anecdotes historiques, mais on se dit que voilà, il y a la fiction, elle n'a rien inventé, quoi. Et c'est ça qui est génial. C'est vrai, et donc tu y mêles l'imaginaire, la fantaisie, une notion de fantastique, et du coup, pour toi, c'est indissociable. Je pense par exemple, alors, mais c'est vrai aussi, c'est aussi le cas dans l'œil du dieu serpent, aussi bien que dans les soldats de bambou, il y a cette idée en fait que la magie, par exemple, est quelque chose de naturel au monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se posent pas la question, ça existe. Voilà. Tu vois, voilà, il n'y a pas de grande révélation sur le fait que la magie existe. Non, les gens le savent. Ça va du petit geste superstitieux à des apparitions beaucoup plus conséquentes. Mais voilà, on n'a pas l'impression que ce soit dissocié de la vie de tous les jours, en fait, et qu'on a vraiment l'impression que les deux mondes s'interpénètrent. C'est ça. En fait, ce que j'essaie de reproduire, c'est un petit peu le monde tel que les gens à l'époque pouvaient se le représenter avec leurs croyances, les mythes. C'est de se dire, voilà, leur vision du monde, c'est la magie existait pour de vrai. Et les gens, ils ne se posaient pas la question de savoir si les dragons existaient ou n'existaient pas en Chine, s'il n'y avait pas des esprits renards dans les forêts. C'était quelque chose qui faisait partie du folklore et en lequel les gens de l'époque croyaient. Ils laissaient des offrandes voilà, pour ces créatures. Et donc, moi, ce que j'avais envie d'explorer, c'était pas juste l'histoire telle que nous, on l'imagine aujourd'hui, avec notre esprit plus rationnel, mais vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que ça faisait de vivre à cette époque, dans un monde où, pour la majorité des gens, en fait, la magie existait pour de vrai. On pouvait faire de la magie, on pouvait se protéger contre des mauvais sorts par certains rituels. Voilà, il y avait des créatures qu'on ne voyait pas tous les jours non plus, mais qui existaient dans des recoins cachés, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un peu ça que j'ai envie d'explorer dans mes histoires. Ok. Et puis, si tu pouvais nous parler justement un petit peu de la duologie, donc des soldats de bambou, et puis la trilogie de l'œil du serpent, pour que les gens qui nous écoutent voient qu'est-ce que c'est comme type d'histoire, quoi, si ça te dérange pas. Et puis qu'ils aient envie de les lire, parce qu'il faut qu'ils oui. faut qu'ils les lisent. C'est important. Oui. Alors, donc dans les 5 soldats de bambou, Emmanuel en a un petit peu parlé, on est dans la Chine. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans une Chine qui est morcelée en plein de petits royaumes. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore une Chine unifiée, mais on est dans une culture commune, mais avec des factions qui se font la guerre finalement. Donc c'est l'époque des royaumes, des royaumes combattants. Pour les gens qui connaissent un petit peu, voilà, ils vont retrouver peut-être des choses qu'ils ont pu lire dans des livres d'histoire, mais je dis toujours aux lecteurs à qui ça peut faire peur qu'en fait, ça peut aussi s'aborder comme un univers de fantasy complètement inventé, et se laisser porter juste par l'histoire et découvrir au fur et à mesure quels sont les mythes locaux, comment est-ce que fonctionne le monde, et ainsi de suite, finalement. Tout à fait. Alors, il y a un jeu de rôle basé sur l'époque des royaumes combattants, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le jeu de rôle Chine, dont j'ai lu pas mal les règles et les extensions, justement, pour me faire une petite idée. Alors, j'y ai jamais joué, mais du coup, je l'ai lu pour voir justement comment eux, ils appréhendaient la magie, comment ils mettaient en scène les créatures et tout ça. Donc, je m'en suis un petit peu inspirée. Et du coup, donc, dans cet univers, les mythes existent pour de vrai. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a des dragons, tout le monde le sait. Il y a des phénix, il y a des esprits renards, et si on en croise un dans son voyage, on ne sera pas surpris de son existence. Alors, on pourra peut-être avoir une réaction d'abord de peur ou de crainte, ou voilà, en fonction de si on perçoit une menace ou pas. Mais en tout cas, on ne sera pas surpris. La magie vraiment fait partie des choses, comme tu disais, Emmanuel, qui sont acquises dans le monde. Et donc, on suit. Donc, l'histoire raconte en fait les aventures de 5 vieux héros.
Je dis vieux héros parce qu'en fait, on les découvre à une époque où ils ont fait des choses dans leur jeunesse, ils ont fait des exploits dont tout le monde se souvient encore. On a des célébrations en leur honneur, leurs noms sont synonymes de vaillance et d'exploits héroïques. Mais eux, depuis tout ce temps, en fait, ils se sont séparés. Ils sont partis vivre leur vie. Il y en a qui ont fondé une famille, ils ont changé de métier, ils sont devenus pêcheurs, juges, professeurs, enfin voilà. Et en fait, ils ont complètement tourné la page de leurs aventures de jeunesse. Malheureusement pour eux, en fait, le roi du royaume qu'ils ont mis sur le trône à la fin de leurs aventures, donc savent qui ils sont, et leur envoie à tous les 5 un message pour les convoquer devant lui et leur dire « Mes chers héros, j'ai une nouvelle mission pour vous. » Alors, au départ, ils se regardent un petit peu en coin, ils traînent des pieds, ils se disent ouais, il n'y avait pas des nouveaux héros plus jeunes là, nous on est à la retraite, c'est la relève. Mais bon, comme ce sont des héros obéissants, ils sentent une certaine responsabilité vis-à-vis du roi qu'ils ont mis sur le trône, ils vont commencer à enquêter. Et là, ils se rendent compte de 2 choses. Déjà, il y a un écho avec leurs aventures du passé, peut-être une occasion de revenir sur certains choix, certaines décisions, certains événements qui se sont passés autrefois. Et il y a également des zones d'ombre bizarres dans la mission que leur a confiée le roi. Ils ont l'impression que tout n'est pas super clair, que voilà, peut-être qu'il leur a pas tout dit, ou voilà. Et donc ils commencent à mettre le doigt dans l'engrenage et voilà, et du coup ils se retrouvent happés sur les routes du royaume. Et c'est parti pour une très grande aventure. Et comme tu le dis, en 2, moi ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, en 2 temporalités, puisqu'on suit en parallèle, chapitre après chapitre, les héros tels qu'ils sont aujourd'hui et les héros tels qu'ils étaient lors de leurs premiers exploits, en fait. C'est ça. Avec un petit twist qui est que au début, on ne sait pas vraiment qui est qui, puisqu'ils vont se rencontrer au fur et à mesure, et qu'ils ont changé de nom en plus entre leur nom actuel et leur nom d'époque. Donc il y a un petit moment de flottement, il y a des petits moments de flottement, tu te demandes ah, ça serait bien lui ou pas, etc. C'est ça, il y a un petit jeu de piste, je me suis un peu amusée, il y a un petit jeu de piste au début. Alors sur quelques chapitres, normalement après les choses se clarifient, mais sur quelques chapitres, on peut jouer à qui est qui, effectivement. Ouais, c'était très sympa. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la galerie de personnages, les 5 personnages que tu... Bon, on a forcément nos préférés, hein. Mais enfin, moi, j'ai un gros faible pour le magistrat, voilà, qui est dû à une de ses particularités. Et j'aime beaucoup aussi le personnage principal, parce que beaucoup du récit passe par elle, en fait, qui est la professeure. Alors, professeure, oui, professeure de philosophie, en fait, elle enseigne le confucianisme, en fait, finalement. C'est bien ça? D'accord. Okay. Et voilà, moi j'ai une préférence pour ces deux personnages, mais tous les autres sont très sympas et ils sont très attachants. Et on a vraiment, moi j'ai vraiment eu l'impression en les lisant, en voyant leur répartie, leurs petites piques les uns avec les autres, ou leurs petits reproches ou petites choses non dites à l'époque peut-être qui pèsent un petit peu aujourd'hui sur eux, quoi, sur leurs relations. J'ai eu l'impression, et c'est pas du tout un reproche, hein, j'ai eu vraiment l'impression de voir un groupe de bons joueurs, tu vois, enfin de gens qui avaient bossé leur background, qui avaient un petit peu bossé la narration, les liens entre leurs persos et tout, et ça c'est très plaisant, ça les rend très vivants. Et du ouais, on t'a perdu, Eliane? Non? Non, c'est bon, je suis là. Ok, super. Donc ça, du coup, c'était un soin particulier donc, que tu as mis à ces dialogues. Comme tu disais, finalement, tu te mettais un petit peu dans la peau de chacun d'entre eux, comme si tu étais le MJ. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'écris, j'essaye, j'utilise mon expérience de rôliste. Hein, voilà, je me mets à la place du personnage. Je me disais, voilà, si c'est ma feuille de perso, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je parle, comment est-ce que je m'exprime, qu'est-ce qui va me toucher, voilà, dans telle situation, quelle sera ma réaction, et donc j'essaye toujours voilà, de pas non plus forcer les choses. En tant qu'autrice, je prends un petit peu la place du MJ et je regarde mes personnages interagir, et moi j'essaye de les guider dans le scénar. J'ai envie, voilà, parce que j'ai un synopsis, parce que voilà, je sais ce qui doit se passer, mais j'essaye de pas trop leur forcer la main non plus, pour que justement ça reste naturel, que leur réaction reste logique dans leur personnage, qu'on sent qu'ils sont vivants derrière, quoi. Oui, c'est ça surtout que j'ai beaucoup aimé, ouais. C'est cet aspect vivant. Enfin, je suis pas, comme je le disais, un gros fan de fantasy, contrairement à Fred. Je crois que tu aimes beaucoup plus que moi la fantasy, Fred.
Mais, J'aurais une plus grosse tendance pour la science-fiction, mais moi, j'aime l'imaginaire tout court, mais- en fait. ouais. Donc je lis de tout, Mais, quoi. mais moi, j'ai toujours, enfin, pas toujours, ça serait totalement mentir. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimés, mais j'ai souvent l'impression d'avoir des persos en carton un petit peu, quoi. Et Ça tu sais, dépend des cycles. ouais, qui sont définis par leur fonction et c'est tout en fait. Il n'y a rien derrière, tu vois. Et là, j'ai vraiment pas eu cette impression-là. Donc moi, je le porte vraiment au crédit des bouquins, quoi. Moi, j'avais une petite question, parce que c'est quelque chose dont j'avais discuté entre autres avec Estelle Faye et puis Florian Soulas et autres. Enfin, parce que vous êtes nombreuses et nombreux, hein, autrices et auteurs, à avoir pratiqué le jeu de rôle et puis à écrire. Et je voulais savoir, toi, justement, dans la façon d'écrire, comment ça s'est articulé, justement, ce passage entre j'ai fait du jeu de rôle en tant que MJ, etc., et j'écris. Je sais que voilà, juste par défaut, ils nous ont quasi tous dit que la plus grosse différence se situe dans l'écriture des personnages. C'est vraiment très différente de ce qu'on fait en termes de jeu de rôle. Alors, je sais pas, du coup, pour toi, comment ça se fait? Moi, j'ai pas tant cette impression que ça. Mmh. Parce qu'en fait, quand je construis, donc au départ, bon, je suis partie de scénarios existants ou proches de scénarios existants, mais maintenant je commence un petit peu à m'en détacher et à créer vraiment des choses de toutes pièces. Et en fait, je construis encore, je me rends compte que je construis encore mes synopsis comme si je voulais faire une campagne de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, je vais créer un contexte, je vais créer des enjeux, enfin voilà, des points de friction, et je vais créer des personnages. Et après, je vais réfléchir, ah ben, en fait, j'écris tel personnage comme ça, tel personnage comme ça, ce serait logique qu'ils s'affrontent sur tel point, et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, je construis un petit peu mon histoire finalement. Autour de fiches de personnages, entre guillemets, un petit peu comme si je devais être MJ et que je voulais créer des PNJ intéressants pour les confronter à mes joueurs. Donc, voilà, il y a un petit peu de ça. Ok, intéressant. Ok, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Et donc, du coup, on a parlé de de ce premier cycle publié, donc tu nous as dit pas celui que tu as écrit en premier, donc Les Soldats de Bambou, et ensuite arrivent les 3 tomes de L'œil du dieu serpent. Alors là, changement complet d'ambiance, on passe au soleil torride des Caraïbes, à l'humidité, à l'humidité de la végétation et à la magie, à la sorcellerie également. Donc voilà, alors c'est pareil, cet univers, tu disais, tu l'avais porté longtemps déjà et tu avais même joué dedans, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai fait toutes les recherches donc, pour une campagne que j'ai maîtrisée moi en tant que MJ. Donc là, pour le coup, j'avais toutes les fiches de personnages, j'avais toutes les recherches. Alors c'était un système plus ou moins sans règles. Donc c'était sur la fin de ma carrière de rôliste. C'était à l'époque où on s'intéressait beaucoup moins au dé et plus au roleplay. Ça a été très inspiré de Pavillon Noir de Renaud Marois. Dont j'ai vraiment suivi les tout premiers temps quand il mettait en PDF disponible ce qu'il commençait à faire avant qu'il l'édite. Et c'était vraiment une ressource fabuleuse pour une rôliste. C'est vraiment une mine de renseignements. Et pour une autrice aussi, d'ailleurs, par la suite, quand j'ai repris tout ça, il y a vraiment plein de détails, plein de renseignements. Donc j'ai repris tout ce travail-là pour réécrire un scénario en gardant quelques grandes idées, disons, et quelques personnages directeurs, et pour essayer d'en faire quelque chose qui ressemble à un roman. Alors du coup, vous trouverez, je l'ai mis dans le chat et vous l'aurez sur YouTube aussi, je vous ai mis les liens pour les éditions Plume Blanche, donc c'est là où tu as édité la duologie Les 5 soldats de bambou, et donc la prochaine qui va sortir, dont on reparlera après, et les éditions L'Alchimiste, où est sortie donc la trilogie. Où est sorti L'œil du dieu serpent. L'œil du dieu serpent, Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est le cas pour les Soldats de Bambou, mais c'est disponible aussi en e-book. Là, on n'est pas obligé. Oui, on peut le trouver en e-book. Et donc c'est des petites maisons d'édition, donc vous le trouverez pas en librairie, sauf chez Gilbert Joseph Paris qui me fait l'honneur de mettre mes livres en rayon. Et donc ça, je les remercie beaucoup pour ça. Donc si vous êtes parisien, vous pouvez les trouver chez Gilbert.
Mais sinon, ça se commande dans n'importe quelle librairie. Alors les Mhm. deux maisons d'édition sont référencées, donc le libraire il tape le nom d'auteur et le titre dans sa base de données et il peut le commander. Donc forcément, c'est pas en rayon, donc il faut attendre 3-4 jours pour que ce soit livré, mais voilà, l'avoir très très vite. Ou sinon, vous venez me voir en salon et avec C'est encore mieux. grand plaisir, je vous fais une dédicace. C'est encore mieux parce que la dédicace. Et oui, voilà. Et puis on peut discuter avec toi et tout, et c'est sympa, c'est à ça que servent les salons. Et même ceux d'ailleurs où tu n'y es pas, quand ton éditeur y est, il a tes bouquins aussi qui sont dispo, quoi. Donc, parce que j'imagine que tu ne fais pas tous les salons. Après, il en a généralement moins, mais oui, en tout cas, Plume Blanche fait beaucoup de salons, se déplace avec les différents rôles. Tout à fait. Alors, pitch-nous un petit peu l'œil du dieu. L'œil du dieu serpent, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal à retenir ce titre. Je suis désolé. Donc, l'œil du dieu serpent. Mais pitch-nous un petit peu cette histoire. Alors, donc, l'œil du dieu serpent. Donc, comme tu disais, on change vraiment complètement de contexte ici, puisqu'on quitte la Chine et on arrive dans les Caraïbes. Et on fait un bond dans le temps aussi, puisqu'on est au XVIIe siècle. Donc, à une époque où, grosso modo, les puissances européennes se font la guerre sur le théâtre des Caraïbes pour les richesses, pour grosso modo piller les richesses locales. Et au milieu de tout ça, c'est aussi le début de la traite des Noirs. Donc, ils vont rafler les côtes africaines pour emmener de la main-d'œuvre bon marché pour travailler dans les plantations. Donc, c'est pas un contexte très très rigolo. Mais voilà, ça fait aussi un petit peu partie de ce que j'essaye de dénoncer, disons, un petit peu au travers des différents personnages, même si c'est pas non plus le cœur de ce que j'essaye de raconter, hein, ça reste un récit d'aventure. Donc, dans ce contexte, c'est toujours la même chose, donc il va y avoir un petit peu de magie. Et grosso modo, la magie qu'on va rencontrer, ça va être celle liée au vaudou, qui sont la transposition de ces croyances africaines sur le théâtre des Caraïbes. Donc c'est un petit peu un melting pot de plusieurs croyances que les esclaves ont amenées avec eux et qui ont donné ce qu'on appelle maintenant le vaudou haïtien. Alors il y a plusieurs types de vaudou, mais grosso modo, celui que je présente. On a une petite coupure. Ouais, petite coupure. Pardon. Il y a une coupure, effectivement. Il y a une petite coupure de son, là. Ouais, on ne t'entend plus, Eliane. Ouais, Eliane, malheureusement, ne s'en rend pas compte. Ouais. Alors, attends, on va lui mettre un petit message. Oui, un petit message dans le pour lui dire que nous n'entendons plus. Voilà. Et puisque nous avons un chat privé entre nous. Ah bah oui, bien sûr. Tu te révèles tous les secrets. Ah bah ouais, mais faut démystifier un peu le truc. Voilà. Oui, Eliane, nous n'avons malheureusement plus ton son du tout. La vidéo fonctionne, mais plus le son. Non, on ne t'entend plus. Non. C'est bien dommage. Alors attends, c'est pas nous, non, on n'a rien coupé. Ouais. Bon. On surveille quand même. Hein. On fait semblant, en fait. C'est comme d'habitude. Vous savez comment on est sur cette chaîne. S'il y a des problèmes techniques, vous nous le signalez et on fera semblant de les régler. Enfin, en tout cas, ouais, on va tenter de tout faire, mais effectivement, là, je ne vois pas d'où ça peut venir, cette coupure son soudaine, puisque la vidéo, elle fonctionne. Donc, non, on t'entend vraiment pas. Oh, ouais. À la limite, si tu peux ressortir et revenir dans le studio, peut-être. Ouais, peut-être, tout simplement. Voilà. On va essayer comme ça. Ou dans les réglages, peut-être qu'il y a un micro qui a sauté. C'est possible aussi. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Ça peut arriver. On n'a rien, quand on modifie rien, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Très étrange. On est plus à ça près. Alors, j'en profite pendant qu'on essaie de régler ça. Donc, une petite... Voilà, j'arrête qui nous dit « Je regardais sur l'idée de vieux héros, les soldats bambou me rappelaient Wild. » Oui, de Nicolas Haynes. Ouais, effectivement. Oui. C'était très sympa, Wild. Effectivement. On vous le conseille aussi en lecture. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on a récupéré... Est-ce qu'on a récupéré Eliane? Non. Non. Non, on n'a pas de son. C'est embêtant, ça.
Alors, j'essaie de voir. Tac. Hop. Voilà. Est-ce que tu nous entends déjà? Eliane, fais-nous des signes si tu nous entends. Ah, elle ne nous entend plus. Elle nous entend plus, ok. D'accord. Bon. Nous non plus, ouais, nous non plus. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, essaye de sortir du salon pour y revenir. Oui, oui. Je parle dans le vide. Alors. Voilà, on dit la même chose en même temps, c'est très amusant. Ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas? Et oui, tout à fait. J'en profite pour dire, donc, toi, tu as lu donc les 5 soldats de bambou. Ouais. Alors moi, je l'avoue, hein, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'en avais beaucoup entendu parler en 2023, puisqu'à l'occasion de la sortie du premier tome, elle était venue à Étrange Grande. Ça m'a été l'occasion de la rencontrer et je sais même pas si elle n'a pas eu le prix d'ailleurs. Je crois qu'elle a eu un prix. On pourra lui demander quand elle reviendra. Oui, il me semble. Avec le son, espérons. Bon, bah, écoute, on va se le souhaiter. Je regarde juste quand même pour voir si effectivement c'était bien le cas. Ouais, je t'avoue que... les amis dans le chat, n'hésitez pas à nous dire par contre si vous nous entendez. Parce que là, c'est vrai qu'on parle un peu... J'espère qu'on n'est pas en train juste de parler, Fred et moi, dans le vide absolu du néant. Hop, Eliane. Ça marche? Ah ouais, formidable. Impeccable. Magique, excellent. Donc toi, tu étais en train de nous parler donc de tu allais nous parler de tes personnages dans l'univers de l'œil du dieu serpent. D'accord, ok. Je savais pas du tout du coup où ça avait coupé, donc. Eh oui, désolé, non, tu nous as parlé donc des Caraïbes, tu nous as parlé de la magie du vaudou. Je crois que c'est au vaudou. Et tu allais, je crois, nous parler des personnages que tu faisais évoluer dans cette histoire. Donc les personnages. Donc on suit donc une capitaine flibustière. Donc c'est-à-dire c'est les corsaires dans l'univers des Caraïbes, ça s'appelle les flibustiers, qui est à la tête d'un équipage majoritairement masculin, faut bien le dire, hein, parce qu'à l'époque les femmes pirates ça courait pas non plus les rues, et donc du coup qui a appris à mener son monde un petit peu à la baguette, qui a une certaine poigne pour ça, et qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre en paix sur son navire, profiter de cette liberté que lui offre avoir un navire et les mers pour elle, et surtout qu'on ne lui parle pas de son passé. Malheureusement pour elle, elle va croiser la route de 2 autres personnages. Donc elle va rencontrer d'abord un chaman africain, qui est un ancien esclave, qui a réussi à se libérer de ses chaînes, à retrouver sa liberté, mais maintenant il cherche, qui est perdu quelque part dans les Caraïbes, son fils, dont il ne sait absolument pas où il peut être ou qui a pu l'acheter en tant qu'esclave, parce qu'ils ont été séparés il y a plusieurs années. Elle va croiser également la route d'une jeune fille qui arrive d'Europe, avec entre les mains un disque mystérieux gravé de symboles mayas que personne n'est capable de déchiffrer, mais elle est persuadée qu'il y a une découverte scientifique fabuleuse derrière ces signes. Et voilà, pour pouvoir avoir une chance de comprendre le mystère de ces symboles mayas, elle a besoin d'un navire pour parcourir les Caraïbes. Et donc ces 3 personnages vont se retrouver par un concours de circonstances à faire route commune, et vont se retrouver surtout confrontés aux Espagnols, qui ont leur propre agenda dans tout ça. Et voilà. D'accord, et donc tout ça sur 3 tomes. Donc c'est vraiment centré que sur les Caraïbes, ou justement ça part voir les restes de l'Empire Maya? Alors, c'est principalement centré sur les Caraïbes. Il y a quelques petites scènes qui se passent dans le Yucatan, dans la péninsule, là où il y a les Mayas, mais c'est vraiment pas la majorité du roman. On va croiser d'anciens Mayas. On va croiser des Mayas donc, qui ont fui les massacres de leurs anciennes cités, et qui sont encore adorateurs des anciens dieux. Et voilà, j'en dis pas plus, mais une petite touche de magie et de mythologie maya dans tout ça.
Complètement, exactement comme sur les soldats de bambou. Alors, je n'ai lu pour que le premier tome pour l'instant. J'avoue que j'ai pas eu le temps de lire les deux suivants. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié comme dans les soldats de bambou, c'est ce mélange justement d'histoire et de fantaisie qui se mêlent encore une fois très bien, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est agréable. On est dans un univers connu, effectivement, pour qui a regardé quelques films de pirates ou a lu quelques bouquins sur le sujet, quoi. Mais voilà, tu vas au-delà et c'est ce qui marche très très bien, quoi. Ok, donc écoute ça, super. Et donc va sortir, tu le disais, en octobre, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, le 7 octobre. Ton prochain bouquin. Début d'un nouveau cycle, d'une duologie aussi. Donc voilà. Donc là, vu le titre, vu les runes et le corbeau, on situe à peu près vers quel type d'ambiance tu te diriges. Ah oui, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Puis, alors, en plus, corbeau, oui, c'est ça. Bon appétit, bien sûr. Donc chez Plume Blanche, hein, je signale. Hein. Oui, chez Plume Blanche. Ouais. Et donc, que tu peux déjà dire de quoi ça parle, ou est-ce que c'est hyper secret? Non, c'est pas hyper secret. Alors j'ai moins l'habitude de le pitcher celui-là parce que oui, mais il n'est pas encore sorti. Donc je vais essayer un petit peu de raconter de quoi ça parle. Donc on est effectivement dans les mythes nordiques. Alors j'aime pas le terme viking parce que c'est un terme qui a été inventé, après coup, qui est utilisé pour plein de choses et qui ne représente pas forcément ce qu'étaient les peuples nordiques de l'époque. Mais en tout cas, c'est vrai que ça parle aux gens. On dit viking, ça situe tout de suite. Mais donc c'est dans l'ambiance des peuples du Nord. On est au Xe siècle. Donc alors ça parle pas forcément aux gens, mais on est grosso modo à une période où en fait le contact entre les peuples du Nord avec leur mythe et la chrétienté se fait de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des rois vikings qui sont convertis, des rois des peuples du Nord qui sont convertis au christianisme. On commence à avoir des constructions des premières églises dans les fjords de Norvège, au Danemark, et ainsi de suite. Et donc moi, ce que j'ai cherché à raconter au travers un petit peu de cette histoire aussi, c'était justement la confrontation des points de vue entre la religion chrétienne qui arrive et puis les anciens mythes nordiques. Et au milieu de tout ça, parce que tant qu'à faire, je suis descendue un petit peu au sud, on va aussi croiser un personnage qui vient de l'Empire omeyyade, donc les musulmans, et qui va se retrouver mêlé à tout ça avec aussi ses propres croyances. Et voilà, je joue un petit peu à la confrontation des différents points de vue entre toutes ces croyances qui pouvaient exister en même temps à cette époque-là. C'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est peu connu, mais effectivement, les musulmans sont remontés, surtout sous cette période très riche, les géographes musulmans sont remontés effectivement jusque dans le Nord. On en a des traces dans leur récits. C'était d'ailleurs le sujet du film Le 13e guerrier de John McTiernan, malheureusement massacré par la production et l'auteur du roman originel, Michael Crichton, qui ont dépossédé le réalisateur de la vision qu'il avait, mais les restes sont plutôt beaux à voir quand même, où on voit justement un personnage comme ça de géographe arabe remonter jusque dans les pays nordiques. Ouais. Ça a été une inspiration, ce film, ou pas du tout? Alors, je le connais. Alors, je crois que je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu le film. Et en tout cas, oui, ça fait partie de mes inspirations parce que, en tout cas, je connais l'histoire. Voilà. Et c'était un petit peu le genre de confrontation que j'avais envie d'explorer. Après, l'histoire en elle-même, elle tourne autour donc d'un personnage un peu particulier, donc Leif, qui donne son titre au roman. Alors moi, je lui avais donné un titre plus compliqué, mais que j'aime bien quand même, mais l'éditeur l'a pas retenu, et ça s'appelait La saga de Leif de Vie. Alors c'était un petit peu long. Mais ça, déjà, ça montrait que ça faisait référence aux sagas nordiques. Et puis, ce devis, en fait, il a un petit côté rédemption, entre guillemets, que j'aime beaucoup, qui est attaché au personnage. Parce que Leif, en fait, c'était un guerrier qui partait volontiers piller
voilà, les ressources qui n'existaient pas dans son pays et qu'on trouvait facilement ailleurs, voilà, en ayant qu'à les servir. Le problème, c'est que ce guerrier, il a failli périr sur le champ de bataille très loin de son pays, donc dans le sud de l'Espagne, très exactement. Et il a été ramassé à moitié agonisant, avec un œil en moins et un poumon perforé, par une érudite donc arabe, enfin musulmane, qui est fascinée par les mythes nordiques. Et du coup, sous ses soins, il va se remettre. Et sous son impulsion, il va même faire ce que lui redoute et n'avait absolument pas envie de faire, c'est-à-dire repartir vers son pays et se confronter à ce qu'il était avant, dont il a quasiment tout oublié en fait, parce qu'avec le traumatisme qu'il a vécu, il a perdu une grande partie de sa mémoire. Alors il a ses souvenirs de connaissances, mais il a plus de souvenirs récents de ses interactions avec les gens qu'il a pu croiser à l'époque. Et donc, en compagnie du lecteur qui, lui non plus, ne sait pas ce qu'il pouvait avoir fait dans le passé, et on va suivre ce voyage de Leif vers cette terre d'origine, et on va essayer de comprendre qui il pouvait être avant et voir ce qu'il est devenu. D'accord. Donc deux volumes dont Fred nous a montré les couvertures, donc les proches, donc sortis du premier volume en octobre. Le deuxième est écrit déjà ou tu es en cours? Le deuxième est écrit. Il est en cours de correction à l'heure actuelle chez l'éditeur. Donc on a fait le travail éditorial et là c'est les corrections orthographiques, syntaxiques qui sont en cours. D'accord. Et donc j'imagine que tu as déjà commencé à bosser sur autre chose. Même si tu ne peux sans doute rien en dire. Oui. Mais j'imagine que tu ne t'arrêtes pas là. Non, je ne m'arrête pas là parce que j'aime bien. Et puis, manifestement, il y a des lecteurs qui apprécient aussi, en tout cas une petite partie. Après, c'est toujours difficile de percer en France dans le domaine de l'imaginaire, parce que c'est une littérature très particulière qui n'est pas forcément mise en avant sur les médias principaux. Mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir. C'est sympa. Donc, en fait, oui. Oui, c'est pour ça que je me disais. Fred vérifiait, mais effectivement, il se souvenait que. Prix étrange du premier roman en 2023, Étrange Grande, oui. Tout à fait. Et le festival Étrange Grande m'a fait l'immense plaisir de décerner le premier roman pour le tome 1 des 5 soldats de bambou. Ouais. C'est vraiment un moment magique de ma carrière de toute jeune autrice à l'époque. Vraiment super. J'en ai profité, ouais. C'est mérité, selon moi. Mais... Top. Alors, maintenant, on a une question très importante, Eliane, vraiment, qui nous inquiète un peu avec Fred, pour être tout à fait franc. On sait que ton métier, donc, ce sont les chiffres. Tu es mathématicienne, tu es ingénieure, voilà. Alors, est-ce que écrire de la fantasy, c'est un appel au secours? Et si tu ne peux pas en parler, si tu es entouré de mathématiciens fous, agite les bras et on saura qu'il faut qu'on y a quelque chose à faire de ce milieu terrible. Voilà, est-ce que la fantasy au sens général, la magie, l'imaginaire, ce sont des remèdes au trop-plein de cartésianisme de ton métier? Non, pas vraiment. Il y a besoin de beaucoup d'imagination pour certaines maths. De certains pans des maths, faut se représenter des structures un peu bizarres, un peu voilà. Et il y a une certaine logique à aller chercher. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'opposition entre les maths qu'on voit comme très cartésien et puis la fantaisie. D'ailleurs, dans mes collègues, je connais des gens très très bien qui lisent de la science-fiction, qui lisent de la fantaisie. Voilà, il y a de tout. C'est pas parce qu'on aime faire des calculs de maths compliqués qu'on n'aime pas rêver non plus. Enfin, voilà. Non, mais c'est la meilleure réponse. C'était la meilleure réponse possible, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, c'est celle que je donne sur la question. Ouais, non, mais c'est effectivement très pertinent, quoi. Ok. Moi, il
il y avait aussi toute la partie inspiration. Bon, on en discutait un Oui. tout petit peu en off avant de commencer l'émission, dans les auteurs et autrices qu'on apprécie, hein, tous par ailleurs. Donc il y en avait un en particulier. Et c'est vrai que ce rapport que tu mets en œuvre dans tes romans, hein, par rapport à l'histoire, je pense que toi comme moi, on a un auteur qui va passer en France dans pas longtemps, là, on est tous un petit peu en fusion. On va le citer, hein, on le cite pas très rarement sur cette chaîne, hein, d'ailleurs. Donc Guy Gabriel Kay. Voilà, C'est ça. écrivain canadien, ouais, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en fantasy historique. Alors pas à ses tout débuts, hein, c'était du arthurien le début, que Fionavard. Mais alors après, Mamma Mia. C'est assez incroyable, quoi. Donc, est-ce que ça fait partie des auteurs qui ont pu te guider dans les choix littéraires de ce que tu as envie d'écrire, ou c'est venu Ouais. après, ou comment ça se passe? Ouais, clairement. Je sais plus en quelle année j'ai découvert Guy Gabriel Kay, mais ça devait être pendant mes études. Donc ma période étudiante, j'ai lu La Tapisserie de Chenavard parce que c'est celui qu'on trouve un peu partout. C'est le premier qui est C'est sorti, pas ouais. forcément celui que je préfère de lui. Ouais, pareil. Mais clairement, maintenant, je crois que j'ai lu quasi 100% de ses romans, sauf peut-être un ou deux que j'ai pas encore découvert. Je sais qu'il y en a un qui va paraître dans pas très longtemps. Il est dans ma to-buy list. Voilà. Et non, c'est vraiment un auteur que je trouve fabuleux. Bon, donc justement sur ce côté fantasy historique, c'est vraiment lui Ça. qui m'a ouvert les yeux là-dessus, sur le fait que voilà, on pouvait écrire de la bonne fantasy en s'inspirant de l'histoire et de la mythologie. Et surtout, il a une manière de rendre vivants ses personnages qui sont Ah assez fabuleux. ouais. Là, je suis vraiment admiratif de son talent là-dessus. En un paragraphe, il va prendre un personnage secondaire ou tertiaire dans un coin et il va te le rendre vivant, il va presque te rendre désolé de le voir partir et de voir sa route qui prend une autre direction et tu vas le quitter. Ouais, et puis c'est presque les personnages secondaires qui sont au premier plan, en fait. C'est ça qui est beau, en plus. Enfin, je me souviens de Voile vers Sarance, qui est vraiment, tu vois, rien que de donner le titre, j'ai les poils qui se dressent. Tellement c'était Donc magnifique, voilà, mais mon préféré ouais. de Guy Gabriel Kay, c'est La Mosaïque de Sens. Oh là là, c'est vraiment, enfin, il y a une poésie là-dedans et il y a beaucoup de nostalgie aussi, hein, dans ses écrits, hein, quand même, hein. Enfin, je trouve, hein, que ça revient énormément, ce thème-là, hein. Bon, bref, on pourrait faire on vous fera une émission spéciale Guy Gabriel Kay un de ces jours, vous inquiétez pas, clairement. Parce qu'on est, on est... Je veux écouter ça. Ouais. Ah ouais. On va l'ajouter à la longue liste des émissions qu'on doit faire. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, tu sais, genre Babylone Non, 5, Néphilim, tout ça. Oui, non, d'accord. mais moi j'aime beaucoup vous entendre parler de ça aussi parce que c'est un domaine que je connais peu, moi la fantasy, j'en lis vraiment très peu comme je le disais, et donc à chaque fois je découvre des trucs très chouettes là. Donc, par exemple, j'ai terminé La Brume l'emportera, que tu m'as conseillé, Fred, que je conseille aussi beaucoup, très chouette. Là pour le coup aussi, enfin, il faut retenir ses larmes, hein, par moment, c'est assez... Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Ouais. Mm. Et c'est un auteur français, donc d'après ce que C'est ce que j'allais dire. j'ai compris. Ouais. Ah ouais. Je l'ai Attends. lu aussi. Le duo des deux personnages principaux est vraiment très chouette. Ah ouais, il marche super bien. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, en fantasy francophone, dont tu fais partie, hein, Yann, il y a beaucoup de choses qui se passent ces 10 dernières années, mais là, depuis quelques temps, en plus, on a des one-shots ou des duologies, donc ça évite de partir. Parce que je pense que c'était aussi un des défauts de la fantasy, c'est qu'à un moment donné, tu avais de la surproduction de séries à rallonge, plus ou moins bonnes, plutôt moins bonnes d'ailleurs. Voilà, si vous appréciez David Eddings, hein, je suis désolé, hein, tous les goûts sont dans la nature, c'est pas les miens. Hein, vous avez le droit déjà. Oui, c'est ça, vous avez le droit, ne vous inquiétez pas. Hein. Enfin, c'est un peu de la merde quand même, mais vous avez le droit. Tu me connais, hein, avec moi, je vais pas changer. Je n'ai jamais lu, moi, donc je peux pas dire. Ou Terry Brooks, tu vois, ceux qui apprécient Shannara, par exemple. Enfin, il y en aurait tellement à citer. Là. Mais c'est vrai qu'il y a eu une surprod à un moment donné qui fait que peut-être que dans l'esprit, on se dit, ouais, fantasy, c'est des séries à rallonge. C'est pas du tout le cas. Ou c'est plus le cas. Voilà. Donc, Je pense qu'aussi, les éditeurs se lancent plus dans des séries à rallonge, justement. Non, parce que le phénomène, justement, d'attrition, il est compliqué derrière aussi à suivre, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah, t'as quand même des auteurs qui ont émergé. Tu vois, même moi qui n'y connais rien, j'ai entendu parler de Brian Sanderson, par exemple.
Ah bah Brandon Sanderson, oui, bah en même temps, Brandon, Mathieu... pardon, pas Brian, ouais, excuse-moi. Oh, t'inquiète, t'as Mathieu qui te fera réciter un mantra pour te faire pardonner. D'accord, ouais, bah j'imagine. Après, il a commencé avec des one-shots et des Ouais. sagas assez courtes. Enfin, il a cette trilogie de Mistborn. C'est que maintenant qu'il écrit. Alors, je sais plus à combien de tomes il en est là sur les arcanes de Rochard. Quelques-uns. Et il a repris La Roue du Temps, m'a-t-on dit, c'est vrai ça? Oui, il a fini, ouais. Il a terminé La Roue du Temps, ouais. Il a écrit les 2 derniers tomes. Les 2 derniers, ouais. D'accord. De lui, je n'ai lu que son cycle de SF là, qui s'appelle Astrovise, qui est pas mal, d'ailleurs, que sympa. Ouais, Skyward. Skyward, mais c'est du young adult, donc... Oui, c'est ça, c'est du young adult de SF qui il se lit bien, j'ai lu le premier tome, moi. Ouais, c'est plaisant, c'est plaisant. Typiquement le genre de bouquin que j'aurais pu conseiller à mes gamines quand elles étaient ados, quoi. Ouais. Alors, l'Assassin Royal, je pourrais vous en parler des heures de celui-là, parce que j'adore Robin Hobb. Déjà la personne, parce que je l'ai rencontré 2 fois aux Imaginales, et c'est la mamie qu'on rêve tous d'avoir, je vous le dis. Hein. Elle est juste mais merveilleusement adorable. Et en fait, ça fait partie des rares bouquins qu'il faut lire en anglais. Voilà, j'en dirai pas plus. Ah bon? C'est une trilogie. J'ai pas lu la traduction, je l'ai lu en anglais aussi. Voilà. Bah voilà, la trilogie. On parle de l'Assassin Royal, là, le truc. Ouais, c'est ça. Le petit jeune bâtard qui pose plein de questions et tout. Oui. Bah, ça, j'ai lu ça, ouais. Mais en français, par contre. Bah, ça passe beaucoup mieux en VO. Moi, j'ai préféré les Starships, les Ship Traders. Oui, Live Ship Traders, ouais. Les vaisseaux Royal. Après, c'est une question de goût, hein, parce que... Mais ouais, c'est le même univers, donc ouais, je pense que ça fait partie des rares séries où, comme pareil, je suis désolé, hein, mais Song of Ice and Fire de George Martin, j'ai essayé en français à l'époque où c'est sorti, c'était chez Pygmalion, et heureusement qu'il y avait la VO. Voilà. C'était quoi? C'était un problème de trad? Alors, la trad, un petit peu, mais c'était pas non plus... ça va, c'était pas la trahison non plus, hein, mais c'est surtout le découpage. Donc, je rappelle qu'à l'époque, on était encore en francs. Désolé. Ah oui, non, mais oui, alors oui, je me souviens. Comme anglo-saxon en 2. Eh oui. Exactement. Ouais. Un tome. Même voir en 3, parce que je me souviens que moi, je le suivais chez J'ai lu, et tu avais toujours l'impression, tu te demandais, mais pourquoi ça finit aussi abruptement? Et en fait, c'est parce qu'un seul volume avait été cassé en 3, quoi. Oui, exactement. À chaque fois. Donc, et à l'époque, il sortait pas tout de suite en poche, donc il fallait attendre un peu plus longtemps que maintenant. Donc, c'était 150 francs. Donc, bon, je vous fais pas l'inflation, on s'en fout. Mais c'était 150 balles le volume, quoi. Donc, 450 francs pour avoir le premier tome. Ouais. Voilà, c'était surtout ça, en fait, qui était compliqué. Mais bon, bref. En tout cas, pour dire que, ouais, c'était la période où il y avait déjà l'époque Pocket des années 80, je pense que vous avez tous connu, hein, avec les Moorcock, les Bradley, les McCaffrey et compagnie. Ouais, j'ai lu tout ça. Ouais, bah... Pareil. Ça, quand tu as cité l'œil noir, je suis bon, bah ok, c'est bon. C'est vieux comme quand ouais, je suis désolé. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est bien que, tu vois, avec des duologies, puis les one-shots dont on parle régulièrement, là, il y a eu Miska d'Eva Martin, La Brume l'emportera. Donc ouais, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le milieu francophone en fantasy, c'est vraiment, vraiment appréciable. Et donc, au-delà de Guy Gavriel Kay, toi, il y a d'autres personnes ou films ou autres qui t'ont inspiré, justement? Alors, si je remonte, donc Guy Gavriel Kay, c'est une influence presque récente, entre guillemets. Si je remonte à mon premier amour, entre guillemets, de la fantasy, on va trouver un nom qui est assez connu là aussi, puisqu'on va voir Tolkien. Je pense que Tolkien, ça a été ma première grande baffe littéraire. Je l'ai lu, je devais être en 5e peut-être, collège. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça c'est quelque chose qui, voilà, ça c'est un bouquin qu'on peut lire 15 fois et encore trouver des trucs nouveaux en le relisant, quoi. Je pense que je l'ai peut-être pas lu 15 fois, mais je l'ai bien lu 4 ou 5 fois. Quand j'ai commencé à vouloir écrire, je pense que alors j'avais déjà commencé à écrire des trucs avant, griffonner des bouts d'histoire sur des feuilles de cahier et tout ça, peut-être en fin de primaire.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la lecture de Seigneur des Anneaux, elle m'a remotivée là-dessus. Donc c'est là que je me suis lancée dans la création d'un monde avec 15 peuples différents et des langues et des histoires et tout ça. Donc je dois avoir encore dans un coin de disque dur des pages et des pages entières de notes, de trucs historiques, des cartes. Et il y a peut-être 5-6 pauvres chapitres qui se battent en duel quelque part sur un cahier. Je suis jamais arrivée au bout et je pense que de toute façon ça verra jamais le jour, mais voilà, je pense que c'est clairement ça a été clairement une de mes grosses inspirations. Un peu plus tard, après, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai découvert Terre-Mer d'Ursula Le Guin. Et ça aussi, je pense que ça a été ma deuxième grande claque de lecture. Ouais, pareil. Fred me l'a chaudement recommandé. Moi, je n'ai jamais lu ce classique, mais faut pas le lire. Il est dans ma pile, du coup. Faut pas le lire pour l'action. C'est plus dans la construction, dans l'ambiance, et puis le système de magie. Et on va le dire à un moment donné aussi, J.K. Rowling a lu Terre-Mer. Parce qu'alors, dans le genre école de magie avec les professeurs, c'est un copier-coller. C'est vrai qu'il y a du cousinage. Voilà. Mais ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis c'est surtout les thèmes abordés. Hein. Il y a une poésie, une poésie dans le texte. Ouais. Je l'ai lu en VO, pareil. Donc, je sais pas ce que donne la traduction française. Elle est vraiment plus que bien. Franchement. Ouais. Après, Ailleurs et Demain, à l'époque, ils avaient quand même la crème des traducteurs pour les VF. Vous savez, la collection avec les jolies couvertures métalliques. Oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça date. Donnée, par contre. Encore moins maintenant. Ouais, elle n'était pas donnée, cette collection. Oui. Je crois que j'ai dû avoir... je sais plus. Bon, bref, c'est pas... T'avais les Dunes, Hyperion... Oui, c'est ça, Hyperion. Je pensais à Hyperion dans cette collection. Quasi tous les grands classiques de la SF. Et du coup, Terre-Mer s'est retrouvé dedans. Hein, qui sont parus. Bref. C'était encore l'instant, on est vieux. C'est ça. On est plus tout jeune. Oui, voilà. C'est mieux. C'est plus joliment dit. Donc, écoute, ça fait un petit paquet d'inspirations. Et ça, tu disais, c'était les inspirations les plus anciennes, on va dire, quelque part. Et dans des choses plus récentes, sur quoi tu as craqué, sur quoi tu as voilà, si tu avais quelques coups de cœur à partager, tu nous conseillerais quoi, par exemple? Et c'est la question bonus. Alors, dans les trucs récents, alors, je sais pas si c'est parce que je vieillis ou parce que voilà, j'ai déjà craqué entre guillemets dans mes années d'adolescence ou de jeune adulte, et donc maintenant je suis peut-être plus, je reste braquée sur mes amours de jeunesse entre guillemets. J'ai pas vraiment de trucs récents où je me suis pris les mêmes genres de waouh dans la figure. Après, il y a des choses que j'ai bien aimées quand même. Qu'est-ce que je peux citer? Alors pas dans les romans, mais j'ai beaucoup aimé Arcane, en tout cas la première série, parce qu'il y a la première saison d'Arcane, donc c'est Netflix. J'ai moins accroché à la deuxième, mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé que le scénario de la première était vraiment sympa, avec des personnages intéressants et des relations entre les personnages assez sympas. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Alors, c'était pas une question piège, du tout. Hein. Oui. Et puis c'est tout support. La brume l'emportera, qui était une lecture assez sympa aussi. Dans les fantaisies d'inspiration historique, alors il y en a un autre chez Plume Blanche que j'ai lu aussi, qui est assez sympa, qui s'appelle Les cerfs sous le velours noir. Mélange donc un petit peu d'enquête et de tranches de vie, qui m'a pas mal plu. C'est un one shot aussi, donc ça se lit bien. Voilà. Les trucs que je peux citer qui me viennent comme ça. C'est quoi, tu as dit le titre chez Plume Blanche? Les cerfs sous le velours noir. Ok. C'est bon.
Voilà, comme ça, je peux le partager. Hop là. Ah, d'accord, les cerfs, oui, ok, j'avais pas compris, je pensais que c'était le cerf, l'animal. Les cerfs, comme ça. Okay. Voilà. De Charlène Ferlet. C'est ça. Il y a une rôliste aussi. Ah bah. Oh là là, le monde est ça alors, ils sont partout. Incroyable. C'est vrai que les rôlistes ont un peu mangé le monde, on va dire. En tout cas, le monde de l'imaginaire, c'est sûr, il y a tellement d'auteurs qui se disent avoir été rôlistes ou être toujours rôlistes, c'est assez impressionnant, quoi. Comme tu le disais, il y a sans doute, tu disais ça au début de notre entretien, Eliane, mais il y a sans doute un lien aussi entre le JDR et l'envie d'écrire, quoi, clairement, quoi. Parce qu'on a envie de faire partager des histoires, quoi. Je pense que c'est ça la motivation. L'envie de créer des histoires, de les faire partager. Ouais, mais c'est vrai que je pense qu'on se retrouve aussi dans la façon de créer des cartes, des machins et tout. Je pense que Tolkien, ça nous a bien traumatisé, je pense. Hein. On est quelques-uns comme ça. Les cartes, les peuples, les trucs. D'ailleurs, t'en as qui ne font que ça, en fait, qui recyclent. Oui. Mais bon, c'est un autre débat. Et puis, avant qu'on clôture notre petite émission, c'est vrai que on t'a croisé plusieurs fois en salon, festival, donc sur le stand de Plume Blanche et autres. Donc, est-ce qu'on va encore te croiser souvent cette année et où ? Alors, ouais, j'ai pas mal de salons qui sont prévus là dans les mois qui viennent, puisque la saison redémarre. Donc, le week-end dernier, déjà, j'étais à Bruxelles, mais pour la Foire du Livre, mais du coup, c'est passé. Début avril, je serai à la Foire du Livre de Paris. Donc, c'est, je crois, du 11, 12, 13 avril, il me semble, quelque chose comme ça. Donc le week-end d'après, malheureusement, je suis pas à Trolls et Légendes, donc je ne pourrais pas croiser Guy Gabriel Kay, mais parce que je suis à Boustourlan à Rennes, qui est un très chouette salon aussi. Voilà. Donc il fallait faire un choix, les deux tombaient le même week-end, donc du coup je serai du côté rennais. En mai, je serai au Gymnaginal sur les 4 jours, normalement. Ah bah vous y verrez, parce que notre Fred est... Voilà, on va se voir. Oui. En juin, je fais un tout petit salon qui s'appelle le salon, je crois, Polar et Aventure, du côté de Port-Barcarès, donc tout dans le sud. Très connu, très réputé. Voilà. Ok. Donc, et ça, c'est à peu près la clôture de la saison, en tout cas printemps-été des salons. Et après, sur septembre, octobre, novembre, j'ai pas encore de confirmation. Donc je peux pas forcément donner des garanties fortes, mais normalement je devrais être à Étrangement. Si vous veulez bien me voir. Quelle surprise. Écoute, moi j'essayerai d'y être cette année. En tout cas, j'ai promis à Fred d'y être, donc je vais tout faire pour y être. Ça serait cool, on pourrait. Carrément. Voilà, et normalement, si tout va bien aussi, je devais être au salon du livre de Wallonie à Mons pour la sortie en avant-première du tome 2 de Leif. D'accord. Ouais. Super. Voilà, c'est un beau programme, donc tu changes pas le week-end. Ouais. Donc ça fait pas mal de salons et de déplacements. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Bon, je n'ai pas encore trop discuté avec les autrices et auteurs que je croise, parce que on commence à en connaître un certain nombre, on va dire, à force, mais c'est vrai que pour jongler avec vie de famille, vie professionnelle, présence en salon, ça va, ça se gère correctement, ou c'est un peu compliqué des fois? Eh ben, ça demande un mari absolument adorable, et j'ai la chance d'en avoir un. Écoute, je ne sais pas si c'est toujours le même, si c'est toujours celui que j'ai connu, il est effectivement adorable. Voilà, qui est un ancien rôliste aussi, qui comprend une partie de la passion. Et du coup, voilà, c'est sûr que les week-ends où je suis pas là, c'est lui qui prend les rênes de la maison. Après, les filles sont grandes maintenant, c'est l'avantage. Elles sont aussi un peu autonomes. Ouais. Donc la maman est plus libre. Écoute, alors je sais pas si toi tu as encore des questions, Manu, ou si tu as encore envie de nous partager des coups de cœur, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être aussi des articles, enfin ce que tu veux, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr. Écoute, mais d'abord je voulais remercier Eliane d'avoir joué le jeu avec nous, d'avoir accepté de venir nous rencontrer, discuter. C'est un vrai plaisir, vraiment, parce qu'on s'était en vrai pas parlé. C'est très gentil. On s'était en vrai pas parlé depuis, parce que la vie, comme tu le disais, les aléas, les déménagements, les trucs, quoi, on s'était pas parlé depuis un bout de temps, mine de rien. Ouais, je sais pas, depuis combien de temps? 15 ans?
Plus, peut-être. Ouais, 15 ans, je pense, un truc comme ça. Non, mais vraiment, ouais, ça fait longtemps, ouais. Moi, j'ai de très bons souvenirs de nos parties ensemble. En plus, c'est lié à une période de ma vie où on attendait notre premier bébé, donc c'était assez chouette. Donc, on jouait avec mon épouse aussi, donc et c'était bien sympa. Ouais, alors tiens, petite reco en BD, voilà, je me permets, mon Fred. Oui, Que vas-y. voilà. Alors vous connaissez tous Spirou et Fantasio, forcément, notamment, même si c'est pas lui qui a créé le personnage, hein, parce qu'il a été créé dans le journal de Spirou avant que Franquin n'en prenne les rênes, mais on connaît tous les albums mythiques de Franquin. Dans le sempiternel combat Tintin versus Spirou, moi j'ai choisi clairement mon camp. Je suis plus Team Spirou parce que je trouve qu'il y a un goût de l'aventure et surtout de la folie douce en fait. Tous les personnages sont frappadingues, à commencer par Fantasio qui est complètement dingo, quoi. Donc j'ai toujours eu une préférence pour Spirou. Et voilà, donc la série principale continue, très bien, ils en sont au 58e album, je crois. Bon. Mais à côté de ça, donc depuis quelques années, ils ont filé les clés aussi à des auteurs qui font un album spécial. En fait, c'était la série Le Spirou 2, donc on a eu un Spirou par Trondheim, on a eu un Spirou. Bon, voilà. Moi, je voulais vous parler très rapidement, je vais faire très court. Je voulais vous parler de ce qu'a fait. Ben voilà, ça y est, je me souviens plus. Émile Bravo, voilà. Il a commencé donc par un album qui s'appelle Le Journal d'un ingénu, voilà. Et ensuite, il l'a fait suivre par 4 volumes d'une série qui continue chronologiquement, Le Journal d'un ingénu, 4 volumes qui sont maintenant rassemblés dans une intégrale qui s'appelle L'Espoir malgré tout. Donc si vous voulez tout lire, il faut acheter Le Journal d'un ingénu, qui est ressorti indépendamment, et L'Espoir malgré tout, qui contient les 4 volumes. Et de quoi ça parle? Tout simplement, en fait, de la... ça commence en 38, dans le journal d'un ingénu, et ça va se terminer en 45, dans le dernier volume de L'Espoir malgré tout, et ça va raconter la guerre, enfin la marche vers la guerre, ça va raconter l'occupation de la Belgique, la résistance, etc. Ce qui est formidable avec ces bouquins, d'abord c'est magnifique, graphiquement c'est absolument magnifique, ce qui est formidable avec ces livres, c'est l'humanité, la fraternité, la gentillesse que représente le personnage de Spirou, qui est un gentil naïf en fait. C'est un petit gars, c'est un petit orphelin devenu groom parce que son orphelinat l'a placé dans cet hôtel. Voilà, et là c'est tout premier pas vers l'adulte. C'est-à-dire que il rencontre une jeune fille qu'on voit ici sur l'image. Il va en tomber bien sûr amoureux. Il va découvrir ce qu'est le racisme. Il va découvrir ce qu'est la haine, ce qu'est l'antisémitisme, etc., hein, forcément, c'est l'époque, donc il va vivre des choses très dures, et toujours avec cet œil de gentillesse, c'est-à-dire de quelqu'un qui refuse en permanence, même quand il sera plongé au cœur de la guerre, il va refuser en permanence le recours à la violence, quoi. C'est d'une générosité, c'est une merveille, c'est hilarant quand c'est pas à pleurer, parce qu'il y a des moments qui sont d'une dureté, mais absolument incroyable. C'est vraiment une merveille. Moi, c'est ce que j'ai lu de mieux en BD, mais je sais pas depuis combien d'années, quoi. C'est fabuleux, quoi, vraiment. Je vous le conseille énormément. Ça devrait être presque, moi je trouve, la façon dont il aborde certains sujets, notamment l'antisémitisme, mais pas que, c'est presque quelque chose qui devrait être lu dans les écoles, quoi. C'est-à-dire vraiment, je pense que des ados qui se posent des questions sur le sujet, vous leur faites lire ça, ils ont tout pigé, quoi. Surtout qu'en plus, voilà, c'est très intelligemment fait. Le côté boy scout de Spirou est mis en avant, mais il est jamais emmerdant, quoi. Il est jamais sentencieux. Et puis il est toujours balancé par ce frappadingue de Fantasio qui, alors là, il est con comme un balai. Il comprend strictement rien à ce qui se passe, tu vois, etc. Il pense à sa tronche et à son estomac en premier. Et puis par moments, il a des élans d'humanité absolument incroyables. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je pense que quel que soit l'endroit où il est, Franquin doit être très fier de ses albums. Et je trouve que, moi, ça m'a fait comprendre pourquoi j'aimais Franquin, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est dans ses bouquins, la gentillesse, la générosité, la folie douce, ce genre de choses, tout était dans Franquin, déjà, en fait. Simplement, là, c'est rassemblé dans un condensé qui fait chialer plein de fois. Voilà, c'était mon gros coup de cœur de ces dernières semaines que j'avais pas pu partager avec vous. Ah bah écoute, ouais, avec grand plaisir, parce que t'es pas le seul à dire à peu près la même chose, hein. Super. C'est un vrai petit chef-d'œuvre en fait, quoi. Donc, c'est pas encore lu, donc ce sera l'occasion, quoi. C'est ce qui est sorti de mieux, mon avis, sur Spirou depuis Franquin, je pense, quoi. Ah ouais.
pas mal. Ah bah écoute, on est pas mal. J'en ai profité, hein, j'ai montré un petit peu tout ce qu'il y a sur Bien le sûr. site de Dupuis pour les différents Bien sûr. albums. Et ben écoute, on est pas mal. Alors, je regarde une petite truc de Timiac qui me dit le travail de Ouais. traduction des bouquins de fantasy. C'est rapport à ce que je disais sur ce qu'on disait sur l'Assassin Royal. Ah oui, oui. M'a souvent semblé être bâclé, à part les classiques peut-être, parce que ce genre a été déconsidéré. Alors, peut-être à un moment donné, puis c'est surtout aussi, ça dépend des maisons d'édition, ça dépend du temps et de l'argent qu'elles y consacrent, c'est toujours pareil, quoi. Je me souviens par exemple, pour ceux qui ont connu les collections Dragonlance et compagnie chez Fleuve Noir, c'était caviardé et tout, parce que ça devait rentrer en un certain nombre de Ouais, pages. c'était coupé. Et Ouais. voilà, c'était coupé, mal traduit et tout, on s'en fout, quoi. De toute façon, il y avait des gens qui achetaient. Donc, Ouais, il y avait ouais. pareil, mais je lisais les romans Shadowrun et Ah ouais, effectivement, les romans c'était pareil. Shadowrun devaient entrer dans 200 pages pile et donc ils étaient parfois 2 fois plus gros en VO. Donc voilà, Tout toutes à les fait. scènes descriptives ou un petit peu étaient juste enlevées en fait. Tu vois, donc il restait des dialogues, enfin, il te restait un synopsis en fait de roman. Alors c'était pas déjà des grands romans à la base, hein, donc une fois passé par ce filtre-là, il restait plus grand-chose. Ouais. Et puis juste pour revenir sur l'Assassin Royal et clôturer là-dessus, faut se souvenir aussi qu'à l'époque, Pygmalion débutait en fantasy, alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Hein. C'était pas vraiment le genre de littérature qu'ils publiaient. Et puis en plus, bon, comme je t'ai dit, ils ont en 3 volumes un seul tome en VO. Donc forcément, au niveau du style, c'était pas. Enfin voilà, c'était pas exactement la même chose, quoi, dans la façon de retraduire. Parce que le héros, il est tout le temps en train de se plaindre, quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent l'Assassin Royal, c'est quand même assez. Au bout d'un moment, ça peut être pesant. Et c'est vrai que d'avoir un seul tome, ça passe peut-être mieux. Tandis que sur 3, tu as le temps de les tester, en fait. Voilà, il y a aussi ce rythme-là. Bref, voilà, on pourrait parler des heures aussi, des problèmes de la traduction, de ce que c'est, etc. Donc, ça, on pourra en reparler à l'occasion. J'en profite, paf, regardez-moi ça, le mot de la fin. Oh, oh. Formidable. Donc avant de remercier Eliane, juste pour le programme de la semaine. Bon, on vous fera la petite vignette tout à l'heure si j'ai le temps de ce qui arrive cette semaine. Dès mardi, vous retrouvez la fine équipe pour l'hebdo, donc actualité JDR, chronique, machin. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu la programmation maintenant, hein, les craquages, tout ça. Et jeudi, on se retrouve à nouveau pour parler littérature, puisqu'on s'était donné avec Mathieu, entre autres, hein, mais après tout le monde bien, hein, bien sûr, on s'était donné comme objectif cette année d'avoir une émission mensuelle sur les actualités et les chroniques de l'imaginaire. Ça change un petit peu du jeu de rôle, donc ce sera notre 3e actu et chronique, et on est super content parce qu'il y a Anne-Laure du blog Chute Maman Lit qui revient avec nous. Voilà, donc on est super heureux, et ce sera l'occasion de rediscuter littérature, BD, ciné, etc., comme on avait fait le mois dernier. Et voilà pour cette semaine de ce que j'en sais. Il y aura peut-être d'autres émissions, ou pas, comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Comme le petit... Voilà, toujours programmé, hein, on est comme ça. Hein. Sachant qu'on n'a pas oublié tout ce qu'on a promis, hein, effectivement. Moi, je sais que je suis en train d'écrire, clairement, pour préparer quelques émissions. Et il y aura le retour des émissions étranges indécents. Là, j'ai juste à programmer les invités et les dates. Et on pourra parler fantastique. Puisque le thème d'Étrange Grande cette année, c'est le fantastique et Anne Rice. Donc, vous aurez des émissions sur ce thème-là. Il me reste à te remercier, Eliane, vraiment beaucoup d'être Toi, venue tu as avec un nous. mot de la fin, Eliane, quelque chose que tu voudrais Ah bon dire. Non, mais Oui. ça peut être juste au revoir. Hein. Oui, salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Parce que voilà, moi je suis une autrice qui débute, hein, j'ai un tout petit public, j'avance à tâtons, je fais de la fantaisie, de l'inspiration historique, c'est pas du tout mainstream en ce moment, donc c'est super sympa de rencontrer des lecteurs qui m'ont aimé, de parler avec d'autres gens qui aiment aussi Guy Gabriel Kay, parce que des fois quand je prononce son nom, on dit c'est qui celui-là. Et voilà, et puis c'était super sympa de revoir Emmanuel après donc 15 ans de cette perte de vue, quoi. C'est Ouais, fou. complètement. Là, Les aléas de la vie, ouais. voilà, à monter une émission ensemble, c'est chouette. Ouais, c'est Ouais. super, super. Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi, mille merci. Merci Fred aussi pour toute l'animation, la préparation de l'émission. Ah oui, ça m'a pris tellement de temps. Non, mais comme toujours. Et puis, ta bonne humeur permanente. Je me permets de passer une petite bise à ton époux, Eliane. Voilà. Je lui transmettrai. Voilà. Et puis, ouais, j'espère qu'on se croisera, notamment à Étrange Grande, ce serait chouette. Du coup, Étrange Grande, j'espère bien, ce serait cool. Ah ouais, Carrément.
Message passé. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Comme d'habitude, cette émission sera rediffusée dès demain matin en podcast sur vos plateformes préférées. Dès les coups de midi à peu près sur YouTube avec les liens, le chapitrage, tout ce qui va bien. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Et puis, comme d'hab, si cette émission vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez, tralala. On vous aime, on vous fait plein de bisous. À bientôt, ciao ciao. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.